château. On va donc que tout le monde passe. Alors, donc ici vous avez des images qui sont présentées devant vous. Alors si vous voulez, vous pouvez vous mettre de l'autre côté pour voir les images. Ah, les garçons, vous pouvez vous mettre à côté. Bon, vous n'êtes pas obligé de... vous pouvez vous mettre là aussi. Hein. Donc vous avez des images qui vous montrent l'évolution architecturale du site et également l'histoire du château de ses origines à aujourd'hui. Alors vous allez voir que c'est une histoire qui commence il y a très longtemps, puisqu'elle commence à la fin du XIe siècle. Donc ici on avait ce qu'on appelait une fortification castrale qui était présente sur le site. Alors qu'est-ce que vous voyez un petit peu sur cette fortification castrale? Oui, vas-y. Il y a 2 mots. Alors voilà, il y a 2 îlots. C'est en bois. C'était en bois, voilà, il n'y avait pas encore la pierre pour les fortifications. Ensuite, donc ici, vas-y. Il y a 2 rochers de... Voilà, un bois, tout simplement, et le seigneur vivait dedans avec sa famille. Et de l'autre côté, c'était par contre les paysans et les habitants. Donc eux, on va dire qu'à l'époque, c'était moins important. Et donc, eux, vous voyez, ils avaient des petites terres, ils cultivaient voilà, des terres, ils avaient des étables, des écuries, des porcheries. 15e siècle. Donc là, c'est un château fort qui va être construit ici à Ardelot. Donc il ne s'appelait pas encore le château d'Ardelot, mais d'Ardelot à l'époque, puisque ça signifiait place forte. Donc c'est un château qui va être construit par le fils du roi de France, qui s'appelait Philippe Urtel, et qui va construire ce château en 1231. Donc on va avoir un véritable château fort défensif qui va être construit ici. Alors est-ce que vous pouvez me retrouver des caractéristiques qu'on retrouve vraiment dans tous les châteaux forts? Oui. Alors le pont-levis déjà. Alors ici, on est dans le fumoir. Donc le fumoir, il faut savoir qu'il n'y en avait pas au château d'Ardelot au XIXe siècle. À la place de cette pièce, c'était une chambre qui était présente. Donc à la place du salon qu'on va voir après, c'était une chambre aussi. Donc on avait 3 chambres en fait d'affilée ici dans l'entrée du château. Donc les fumoirs, ça servait à quoi à votre avis? Bah voilà. À fumer, c'était pour les hommes ou les femmes? Ouais, les hommes. Parce qu'il faut savoir qu'au XIXe siècle, les hommes n'avaient pas le droit de fumer devant les femmes. C'était interdit. Si un homme voulait fumer devant une femme, il devait demander l'autorisation à la dame. Et si elle disait non, bah c'est tout, il ne fumait pas devant elle. Donc comme c'était interdit, on a créé des fumoirs exprès pour les hommes. Et les femmes n'avaient pas le droit de se rendre dedans. Puisqu'il faut savoir que les femmes fumaient très très peu au XIXe siècle. Hein, c'était très mal vu pour une femme de fumer. Donc voilà ici le fumoir qu'on a représenté. Alors vous allez voir dans le château, vous avez sûrement vu ce matin aussi, on a pas mal de symboles français et anglais qui sont représentés. Voilà. La fleur de lys qui est représentée ici, donc ça rappelle quoi la fleur de lys? Ça représente voilà, la France, la royauté française, et au plafond, voilà, l'Angleterre. Est-ce que vous connaissez cette fleur? C'est la rose Tudor. Voilà, les Tudors c'est une dynastie aussi. Et donc ça rappelle justement la dynastie des Tudors et Henri VIII qui était roi d'Angleterre aussi. Donc voilà, ça rappelle l'Angleterre. Donc dans cette pièce, vous avez ce plafond aussi qui est assez particulier. C'est un plafond élisabétain. Donc ça c'est un plafond qui est très typique des demeures anglaises du 19e siècle. Donc on pouvait trouver beaucoup de plafonds comme ça avec des moulures. Ça se faisait beaucoup à l'époque. Voilà. Donc dans cette pièce, vous avez également du lambris comme celui-ci. Alors pourquoi à votre avis on mettait du lambris dans les maisons? Il faut savoir qu'on se chauffait avec des cheminées. Alors, ça faisait quoi le lambris à votre avis? Le bois, qu'est-ce que ça fait? Comment? Ça garde la chaleur. Ouais, c'est ça. C'est fait, ça garde la chaleur en fait, donc c'est très très pratique. Généralement dans des grands châteaux forts, par exemple, vous voyez, ils mettent des grandes tapisseries, des grands tapis sur les murs, parce que ça aussi, ça garde la chaleur. Donc au 19e siècle, on va mettre plutôt du lambris, parce qu'on trouvait ça très esthétique, on trouvait ça très beau. Donc on va mettre ça, et puis c'était très pratique, puisque ça gardait la chaleur dans les pièces. Voilà. Ces dames ensemble. S'entraîner à faire des grands. S'entraîner. Ouais. Oui.
Ouais, alors qu'est-ce qu'elle buvait? Ouais, du thé. Donc vous avez juste à l'entrée une boîte à thé. Ah pardon, tu l'avais dit? Pardon. Bon bah alors le thé, donc vous avez une boîte à thé juste dans l'entrée ici. C'était des boîtes très luxueuses puisque comparé à nous aujourd'hui où le thé, voilà, on en trouve à tous les prix, on en trouve du pas très cher et du très très cher. Tandis qu'à l'époque, ils étaient très chers les thés. C'était quelque chose d'assez rare encore. Donc du coup, quand on avait du thé, on le rangeait dans des boîtes très luxueuses comme vous avez ici. Et du coup, voilà, ces boîtes, on pouvait les fermer à clé. Et uniquement la maîtresse de maison avait la clé sur elle. Donc comme ça, personne ne pouvait toucher à son thé, personne ne pouvait voler son thé. Voilà. Alors, elles pouvaient faire quoi d'autre, les femmes? Ouais, écrire. Discuter. Ouais, discuter. Maintenant, c'est une pièce qui rappelle la paix entre la France et l'Angleterre, avec différents personnages qui ont justement fait en sorte que les Français et les Anglais s'entendent. Donc ici, dans cette pièce, on a dressé la table, comme vous pouvez le voir. Alors, qu'est-ce qui change par rapport à une table qu'on peut avoir aujourd'hui? Il y a comme dans les riches, il y a un verre pour boire, un verre pour boire un soir, et un thé pour aussi. À la douche, il y a 3 verres. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire à quoi servent ces 3 verres? L'eau. Alors, l'eau, donc c'est le plus grand. Ensuite, celui-là. Ouais. Et le plus petit? L'alcool. Les digestifs. Voilà. Alors, ensuite, les couverts, ils servent à quoi? La viande. Alors, plus globalement, entrée, plat, dessert. Voilà. Donc, il faut s'imaginer qu'au 19e siècle, on avait une succession de plats qui arrivaient sur la table. Généralement, on avait plusieurs entrées, on avait plusieurs plats et on avait plusieurs desserts. Donc, c'est pour ça qu'on avait plusieurs couverts. Généralement, il faut partir des couverts extérieurs vers l'intérieur. Voilà. Plus on avance dans le repas et plus on va vers l'assiette. Alors, à votre avis, par exemple, la reine Victoria organisait des grands buffets, des grands banquets chez elle. Combien de temps pouvait durer un repas de la reine Victoria? Ouais, 6 à 7 heures. Ça pouvait durer 6 à 7 heures, tout simplement parce que, comme on l'a dit, il y avait plusieurs entrées, plusieurs plats, plusieurs desserts. Et donc, il fallait respecter quelques petites règles en allant manger chez elle, puisque, par exemple, on n'avait pas le droit de manger tant que la reine Victoria n'avait pas commencé à manger. Et une fois qu'elle avait fini, qu'elle avait posé les couverts, tout le monde devait poser les couverts. Voilà. Donc, elle mangeait très vite, donc il fallait se dépêcher de manger en même temps qu'elle. Et généralement, à la fin de ses repas, elle mangeait tellement vite qu'elle avait très chaud. On a déjà vu tout à l'heure. Donc ici, c'est une pièce qui parle des arts en général, des artistes anglais et français qui étaient connus au 19e siècle. Donc vous avez par exemple ce personnage qui est représenté sur le tableau. Donc lui, c'est un monsieur qui est né à Boulogne-sur-Mer. À votre avis, qu'est-ce qu'il faisait dans la vie? Non. Oui. Ouais, du théâtre. Il était très connu puisqu'il a remis au goût du jour ce qu'on appelait le monologue comique. Alors c'est quoi à votre avis du monologue comique? Voilà, donc comment on appelle ça aujourd'hui? Voilà, les one-man shows. Donc c'était un humoriste du 19e siècle, un grand humoriste qui était très connu en France et aussi en Angleterre, puisque par exemple le fils de la reine Victoria était un grand amateur des frères Coquelin, puisque lui il s'appelait Alexandre Coquelin. Vous avez peut-être déjà entendu ce nom-là. Et donc voilà, le fils de la reine Victoria demandait souvent des représentations privées à ce monsieur. Donc il était très très célèbre en France et en Angleterre. Donc juste ici vous avez une autre personne, je ne sais pas si vous connaissez, il a écrit par exemple Oliver Twist, Monsieur Scrooge, ça a été repris en Disney. Tu connais? Bon, ça n'a pas l'air de vous parler, hein. Mais bon. On retrouve les fleurs de lys et... Oui, on retrouve les fleurs de lys et la rose Tudor représentées ici. Pourquoi il y a un dragon? Comment? Pourquoi il y a un dragon? En fait, le dragon, il représente la salamandre de François Ier qui est représentée ici et qui était roi de France. Donc Charles Dickens qui est représenté également ici puisque
il venait souvent passer ses vacances sur la côte d'Opale, ce monsieur. Voilà, donc c'était... beaucoup d'Anglais au 19e siècle venaient passer leurs vacances sur la côte d'Opale. Adulte, hein, pour 2 personnes. C'est petit. Ouais, c'est assez petit. Et pour représenter le tourisme balnéaire et les stations balnéaires, vous avez des maillots de bain qui sont représentés ici. Donc ici c'est... Ouais. Ici c'est un maillot de bain pour femmes. Et là c'est un maillot de bain pour... Donc pour les femmes, c'était des maillots de bain 2 pièces, hein, vous voyez. Donc là ça c'est ce qu'on appelle une culotte. Ouais. Et vous aviez une robe au-dessus. Donc il faut s'imaginer, pour les femmes, il n'y avait pas que ça. Il y avait des chaussettes en laine qui montaient jusqu'ici. Et on avait aussi une charlotte sur la tête pour protéger les cheveux. La classe, hein. Et donc en dessous de ça, on portait le corset aussi. Vous savez tous ce que c'est le corset? Voilà, c'est un sous-vêtement qu'on mettait en dessous des robes et qu'on serrait très très fort dans le dos avec des lacets pour pouvoir avoir une taille très très fine. Il allait au-dessus des tombes et avec sa baguette, il essayait de détecter si les morts avaient des bijoux sur eux, des pièces, ce genre de choses. Donc ici, vous avez dans la caisse des têtes d'obus de la Première Guerre mondiale. Elles ne sont pas ici par hasard puisque après la guerre, tu sais, c'est ce qu'on envoyait sur les villages ou autres et qui explosait en fait. Donc l'abbé Boulier, en fait, après la guerre, a dû aller sur des champs de bataille pour trouver des obus qui n'avaient pas éclaté. Donc c'était toujours avec sa baguette de sourcier, il faisait ça, donc il avait des dons pour trouver l'eau, pour trouver les métaux, et également pour les microbes. Puisque c'est devenu un très très grand guérisseur, il était très très connu dans la région, et en fait il faisait des tisanes à l'aide de plantes pour guérir des patients qui venaient de partout. Voilà, il avait vraiment des vrais dons, et encore aujourd'hui on rencontre encore des personnes. C'est des coquillages qui sont mis ensemble pour faire une sculpture. C'est une brique qui est naturalisée.